Bonsoir et bienvenue dans ce 3e webcam proposé par CAM. L'importance des études de sol au regard des phénomènes de retrait, de gonflement des argiles. Je suis Katia Martin et nous retrouvons en plateau nos 2 animateurs et experts de choc. Bonjour messieurs. Bonjour Katia. Yann et Joseph et nos 2 invités, l'un en plateau, Monsieur Moulet-Zerouni, qui est ingénieur expert, référent technique chez Fondasol. Bonjour. Bonjour. Ainsi qu'un invité virtuel, Monsieur Gonzalez, que l'on retrouvera plus tard, Gonzalez Gérard, de Géologues indépendants de France. Moulet, pourriez-vous peut-être nous présenter en quelques mots Fondasol pour ceux qui ne connaissent pas? Avec plaisir. Avant tout, merci de m'avoir invité à ce webcam. Et puis, Fondasol, c'est un groupe indépendant français d'ingénierie. On est plus de 700 personnes, je ne saurais pas vous dire le chiffre exact, mais ça dépasse largement les 700 personnes. Et on a plusieurs implantations en France et à l'étranger. Alors, nos métiers sont la géotechnique, l'environnement, l'hydrogéologie, la pathologie des structures. Et nous disposons de plusieurs équipements de sondage, de laboratoire, de matériel qui sont nécessaires justement à aller faire nos reconnaissances et nos essais. Merci pour ces éclairages. Joseph, je vous propose de démarrer. Un petit mot peut-être sur notre sujet du jour. Oui, alors le changement climatique qu'on observe depuis quelques années impacte fortement les constructions. Sur la dernière décennie, donc, on constate une intensification des épisodes de sécheresse qui conduit à une augmentation importante de la sinistralité due au retrait-gonflement des argiles. Alors, le phénomène de RGA, c'est en fait une succession de mouvements de sol argileux du fait de leur teneur en eau. Ces fortes variations de volume dans le sol créent des mouvements de terrain sous les constructions, ce qui peut affecter à plus ou moins grande ampleur les fondations et la surface du bâti. Donc, les constructions les plus vulnérables sont bien évidemment les maisons individuelles, dont la structure rigide, peu rigide, et qui disposent de fondations superficielles par rapport à des bâtiments collectifs, ne permettent pas de supporter ces distorsions générées par les tassements différentiels. Alors, ce n'est pas une fatalité. En fait, les constructeurs peuvent prévenir ces phénomènes par des moyens adaptés, par une conception adaptée. C'était un des objectifs de la loi Elan qui a imposé la réalisation d'études de sol ou effectivement le respect de préconisations constructives adaptées dans des zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles. On va regarder une première vidéo pour illustrer vos propos. C'est parti. Le changement climatique est une réalité. Des événements météorologiques sont de plus en plus fréquents, plus intenses. Les études menées par les climatologues convergent vers une évolution à la hausse des températures. Voici un exemple de projection de Météo France. Les sécheresses à répétition affectent notamment les sols des bâtiments, des voiries, de plus en plus largement. Les sols de composition argileuse sont très sensibles à ces sécheresses, qui engendrent des variations hydriques du sol et s'accompagnent de variations dimensionnelles. Le phénomène de retrait et gonflement des argiles est un fléau qui touche les ouvrages de bâtiments, notamment les maisons individuelles, mais également les voiries. 10,4 millions, c'est le nombre de maisons très exposées au phénomène de retrait et gonflement des sols argileux. RGA. 3,5 milliards, c'est le montant versé par les compagnies d'assurance au titre des sinistres liés à la sécheresse de 2022 au travers du régime CatNat, régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ce coût est 70% supérieur au montant versé lors de l'épisode de sécheresse de 2003. Encore 1 milliard est attendu pour la sécheresse de 2023. 70%, c'est la part de la sinistralité sécheresse du régime CatNat des 5 dernières années. Les sécheresses à répétition, affectant les sols de plus en plus largement, ont conduit à faire évoluer la carte de France métropolitaine, identifiant la sensibilité des sols argileux au phénomène de retrait et gonflement. Alors, afin d'identifier les territoires susceptibles d'être concernés par les RGA, des travaux de cartographie ont été menés par le BRGM entre 1997 et 2010 sur les territoires métropolitains. L'objectif était de pouvoir mettre en œuvre des mesures préventives sur les territoires dits sensibles à travers l'élaboration de PPRN, c'est les plans de prévention nationaux des risques naturels. Donc ces cartes dites d'exposition au retrait-gonflement ont pour but en fait de délimiter tout simplement les zones qui sont exposées au phénomène de retrait-gonflement. Donc
4 types de zones ont été distinguées, donc des zones non argileuses, des zones d'exposition faible, moyenne et forte. Dans les zones qualifiées de fortes, on a bien évidemment une probabilité de survenance de sinistres très élevée, avec une intensité de phénomènes également très forte. Sur les zones où l'exposition est qualifiée de faible, la survenance de sinistres est possible, bien évidemment, en cas de sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront en fait qu'une faible proportion de bâtiments. Et enfin, quant aux zones d'exposition supposées nulles, il s'agit de secteurs où en fait les cartes géologiques n'indiquent pas de présence d'argile en surface. On ne peut toutefois pas exclure la survenance d'un sinistre du fait de la localisation d'une poche argileuse. Alors, on le voit sur les cartes, historiquement, les régions les plus touchées par le phénomène RGA étaient le centre-Val de Loire, l'Aquitaine, le Nord et l'Occitanie. Donc, selon le BRGM, en 2010, donc les régions les plus touchées représentaient à peu près 24% du territoire métropolitain qui était classé en zone moyenne ou forte. Alors, cette carte a été mise à jour, on le voit à droite, en 2019-2020 dans le cadre du dispositif réglementaire issu de la loi Elan. Donc il a été tenu compte en fait du fait que certaines communes qui étaient reconnues en état de catastrophe naturelle dans des zones supposées faibles, et un travail d'analyse a été mené qui a conduit à identifier ces zones d'aléas faibles qui présentaient néanmoins une très forte sinistralité. Donc on a abouti avec la nouvelle carte à environ 48% du territoire qui est classé dans des zones exposées moyens ou forts. Et en fait, cela représente à peu près 93% de la sinistralité. Donc la problématique est connue, mais quelles réponses les pouvoirs publics ont-ils apportées ? Alors, l'article 68 de la loi Elan a introduit de nouvelles dispositions dans le Code de la construction et de l'habitation. La loi crée l'obligation de réaliser une étude géotechnique préalablement à la vente d'un terrain non bâti constructible ou lorsqu'un maître d'ouvrage entreprend des travaux de construction. Alors, seuls les travaux et les terrains situés dans des zones d'exposition forte ou moyenne sont concernés. Alors, ce qu'il est surprenant de constater, c'est qu'avant le dispositif de la loi Elan, le vendeur d'un terrain n'avait aucune obligation particulière à fournir à l'acheteur quant à la nature ou à la qualité du terrain. Dès le 1er janvier 2020, donc les vendeurs de terrains non bâtis constructibles qui permettent la réalisation d'une maison individuelle ont l'obligation de fournir une étude de sol de type G1. Alors cette étude, elle est en principe annexée à la promesse de vente. Si ce n'est pas le cas, elle peut être annexée à l'acte authentique. Elle suit les mutations successives et elle est valable pendant 30 ans. Alors, l'obligation ne concerne pas en fait tous les contrats qui ne touchent pas de travaux, bien évidemment, qui n'affectent pas et qui ne touchent pas la structure du bâtiment ou les fondations, ou qui ne concernent pas les problématiques d'écoulement des eaux. Elle ne concerne pas non plus les contrats qui ont pour objet des travaux d'extension inférieurs à 20 mètres carrés, de type véranda, garage, sous réserve toutefois que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant. Alors, la loi Elan prévoit également que le maître d'ouvrage qui entreprend des travaux de construction ou de maîtrise d'œuvre a le choix soit de faire réaliser une étude géotechnique dite de conception et de l'annexer bien évidemment au marché de l'entreprise qui va lier les constructeurs, qui sont bien évidemment tenus de respecter les recommandations issues de cette étude. Et il faut savoir que cette étude, contrairement à la précédente, n'est valable que pour l'opération projetée. Deuxième choix, respecter des techniques constructives particulières qui sont définies par arrêté. Et ça, on le verra un petit peu plus en détail par la suite. Alors, pour tenir compte de ces évolutions, le champ normatif a également été modifié. Le DTU 13.1 relatif aux conditions particulières a été révisé et la nouvelle norme intègre dans les données essentielles à l'exécution du chantier la réalisation d'une mission géotechnique de type G2. Nous avons un premier commentaire, il me semble, de M. Gonzalez. Tout d'abord, une première réflexion sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles et les décrets de catastrophe naturelle sécheresse. S'ils ont modifié nos habitudes dans l'acte de construire, par le biais des sinistres qu'ils ont engendrés, ils ont aussi créé une prise de conscience. La matière dite inerte, qui constitue notre planète, et nos sols bougent, que ce soit à l'échelle macroscopique ou l'échelle microscopique. Ils sont déformables, sujets et sensibles aux sollicitations et charges amenées par un aménagement, ainsi qu'aux phénomènes climatiques tels que les venues d'eau,
inondation, sécheresse par exemple. L'individu lambda a pris conscience que l'acte de construire n'est pas anodin. Il appelle un ensemble de techniques de spécialité, toutes liées les unes aux autres, et qu'il y a un intérêt à ne pas faire d'impasse. Quelques chiffres. Une étude de sol intervient sensiblement à 1% dans le coût d'une construction d'une villa. Ce pourcentage est évidemment moindre par rapport au coût de projets plus importants. Enfin, en cas de sinistre, la réparation d'une villa peut aller jusqu'à 100% de son coût initial. Alors Yann, on comprend bien qu'avant de construire ou même de réparer une structure, il faut bien connaître le sol. Comment procède-t-on ? Alors oui, par contre attention, parce que la mission géotechnique que nous venons d'évoquer est une mission préliminaire de reconnaissance ou de repérage de la nature du terrain. Elle n'est en aucun cas assimilable à une mission de type G2 AVP ou G2 Pro. Les missions géotechniques sont régies par la norme NFP 94500 et chaque mission va être spécifique à chacune des phases d'un projet de construction. Et il est important d'avoir un suivi complet des missions. Donc dans le tableau qui va s'afficher, voilà, on retrouve les missions préalables, donc les missions de type G1 qu'on a évoquées juste avant, les missions de conception de type G2, où on va avoir les missions G2 AVP, G2 Pro pour la phase conception, et les missions G2 DCE ACT qui sont très importantes puisque c'est des missions qui vont permettre aux géotechniciens de participer aux échanges avec les entreprises au moment de l'élaboration de leur marché ou le premier contact avec les entreprises au regard des solutions proposées, et le géotechnicien va être amené à valider avant signature des marchés avec les entreprises. Ensuite, on a les missions G3 et G4 qui sont des missions de suivi d'exécution où là, au travers de ces missions-là, le géotechnicien va avoir à se prononcer sur le suivi de l'exécution des ouvrages de fondation qui auront été décidés au travers de la signature des marchés avec les entreprises. Donc l'importance de la mission G2 DCE ACT, c'est là qu'elle joue un rôle important puisque le géotechnicien va devoir se prononcer sur l'exécution de fondations qui auront été définies dans le cadre du marché de travaux. Donc si le géotechnicien n'a pas participé à cette phase-là, il va devoir se prononcer sur une situation d'exécution de fondation qui n'est pas celle qu'il aura préconisée en phase G2 Pro. Ensuite, on a les missions de type diagnostic, qui sont les missions G5, où là, on va être plutôt sur des ouvrages existants, où il sera nécessaire d'avoir une reconnaissance des ouvrages existants au niveau des fondations pour aborder le nouveau projet. Donc, attention à ne pas négliger la mission G2 DCE ACT, qui est malheureusement trop souvent oubliée, mais qui est très importante. Je me retourne vers notre expert. Comment on fait finalement pour étudier et reconnaître les sols ? Alors, le géotechnicien a besoin effectivement de certaines informations pour reconnaître, caractériser, identifier le sol, et en particulier les sols qui seront soumis au RGA. Alors, pour ce faire, une première investigation, c'est d'aller sonder le sol et d'aller prélever des prélèvements d'échantillons de sol, justement pour les analyser, notamment en laboratoire. Alors, parmi la panoplie des sondages et prélèvements, il existe celle que l'on appelle sondage par carottage, ou éventuellement d'autres sondages par tarière, qui font l'objet de normes. Ces sondages, ces techniques sont normalisées. Et on voit sur l'illustration à l'écran donc un exemple de sondage carotté sur la partie gauche de l'illustration avec une sondeuse, une photographie des éléments de carottage, c'est-à-dire des éléments qui vont venir découper le sol et faire rentrer dans un tube tout au long de la profondeur d'investigation que l'on va viser, que l'on va reconnaître, les échantillons de sol qui vont être ensuite disposés dans des caisses à carottes, c'est l'image qu'on voit un petit peu au centre en bas, ou avec un zoom sur une image d'une carotte, d'un échantillon qui va être emmené au laboratoire pour tester. L'image de droite, elle montre des tarières, ce qu'on appelle des tarières, c'est des sortes de vis continues, c'est ce qu'on appelle des tarières continues, qui vont venir rentrer dans le sol et prélever des échantillons de sol, bien sûr pour caractériser certains paramètres du sol, et en particulier les RGA, et aussi pour identifier bien sûr les sols sur la profondeur.
Une deuxième technique, c'est l'essai au pénétromètre dynamique. Alors celui-ci, c'est un essai pour caractériser, je dirais, mécaniquement la résistance du sol. Ça consiste à venir enfoncer dans le sol, de bas en haut, bien entendu, une tige équipée d'une pointe au bout. Alors on voit sur l'illustration de gauche, sur la photo de gauche, une machine de ce type-là, c'est un pénétromètre sur chenille. Et dans l'angle en haut à gauche, on voit un exemple de pointes qui vont être introduites dans le sol. Le résultat est représenté sur le graphique de droite, où l'on va chercher à comptabiliser le nombre de coups de battage pour faire rentrer cette pointe pénétrométrique dans le sol, en fonction de la profondeur, et on va compter le nombre de coups tous les 10 cm d'enfoncement. Cette répartition va nous donner effectivement une résistance du sol avec la profondeur qu'on traduit par un paramètre QD. Et donc je vous propose une petite vidéo pour illustrer cet essai. Alors, le sondage au pénétromètre dynamique consiste en fait à enfoncer une pointe dans le sol et à mesurer le nombre de coups qu'il va falloir apporter à notre pointe pour descendre de 10 cm. À partir de là, on va avoir un contraste de compacité de sol qu'on va pouvoir mettre en évidence et donc pouvoir mettre en évidence des sols mous sur des sols durs. On utilise beaucoup cet essai-là, par exemple dans le cas de ce chantier-là, où on va avoir des leusses, des sols moins compacts en tête sur des sables et graviers, un sol beaucoup plus dur. Donc on a vraiment un essai qui est là pour permettre de mettre en exergue une différence de compacité de sol. Alors une autre technique qui est très utilisée notamment en France, c'est ce qu'on appelle le sondage ou l'essai au pressiomètre Ménard, également normalisé, vous avez la référence de la norme, qui consiste à faire un forage à l'intérieur duquel on va descendre une sonde gonflable qui va être pilotée de la surface et on va procéder à, je dirais, à appliquer via cette sonde des pressions de plus en plus croissantes sur le terrain au travers de ce forage, donc sur les parois du forage, et on va mesurer la variation de volume provoquée par ce gonflement de la sonde dans le terrain. Donc ça va nous donner une relation entre la pression appliquée, le volume d'expansion de la sonde et donc d'expansion du sol, on va dire, et ça va nous donner un exemple de courbe qui est représenté sur la partie droite, qui représente le volume en fonction de la pression, et ce qu'on appelle une courbe pressiométrique, une courbe d'essai pressiométrique, au travers de laquelle on va déterminer des paramètres de caractérisation à la fois de résistance du sol, mais également de déformabilité du sol, au travers d'un paramètre qu'on appelle la pression limite pressiométrique, et pour la déformabilité, c'est un module pressiométrique. L'image au centre représente un exemple d'équipement pressiométrique qu'on utilise pour faire ce type d'essai. Et on peut visualiser donc une petite vidéo pour illustrer ce type d'essai. Alors le sondage ici réalisé est un sondage destructif avec essai pressiométrique. Donc la première phase, c'est de pouvoir estimer la lithologie des sols qu'on a en place. Donc on va faire des prélèvements de sol. Ici on a du coup des limons avec des sables et graviers. Et on va faire un sondage ici jusqu'à 6 mètres de profondeur. À partir de ces éléments-là, on va venir mesurer la capacité portante du sol. Et on va du coup venir faire des essais pressiométriques. Alors là mon collègue est en train de faire les essais. Les essais se font à peu près sur un pas de 1 mètre à 1 mètre 50 et on va venir gonfler une sonde dans le sol au niveau du sondage destructif qu'on a réalisé et venir mesurer deux paramètres importants, la capacité du sol à se déformer, donc avec le module pressiométrique, et la capacité portante du sol, c'est-à-dire la pression limite. À partir de ces éléments-là, on va pouvoir estimer les tassements et la pression limite de notre futur ouvrage. Mais dans le cadre de bâtiments existants, lorsque les fondations sont déjà présentes, est-ce qu'on doit réaliser d'autres essais ? Oui, on doit caractériser justement la fondation de ce bâtiment existant, entre autres, et le sol d'assise qui reçoit cette fondation et qui reçoit le poids de la construction. Donc pour ce faire, on procède généralement à ce qu'on appelle des fouilles de reconnaissance de fondation qui peuvent être réalisées soit au travers de fouilles à la pelle mécanique, à l'ancienne, pelle pioche, ou éventuellement à la mini-pelle mécanique,
ou encore, en particulier en zone urbaine, avec des camions aspirateurs qui vont permettre de déblayer et d'emmener les déblais du sol. Alors on peut visualiser une petite vidéo justement de sa troisième option, hein, par camion aspirateur. Alors ce qu'on vient de réaliser, c'est une reconnaissance de fondation de ce poteau grâce à cette aspiratrice. Et le but de ce sondage, c'est de pouvoir estimer la géométrie, la profondeur et déterminer les sols d'assises de la fondation en question, afin de pouvoir savoir si on peut la réutiliser dans ce projet de réaménagement, de réhabilitation, et remettre de la charge dessus, savoir si elle est dimensionnée suffisamment pour la nouvelle charge qui est prévue dans le nouveau projet. Avant de poursuivre sur les types d'essais in situ et en labo, nous vous proposons de retrouver M. Gonzalez pour commenter le sujet. Par rapport à l'énumération des essais ou des techniques d'investigation in situ, rappelons ou reprécisons que l'essai au pénétromètre dynamique, s'il n'est pas exclu de la panoplie du géotechnicien, l'Eurocode 7, les normes NF-EN 1997-1 puis 2, et en particulier les normes NFP 94-261 pour les fondations superficielles, NFP 94-262 pour les fondations profondes, ne permettent pas de conclure sur un système de fondation ou de dimensionner un système de fondation sur la base unique des résultats de cet essai. Seuls les essais pressiométriques ou les essais au pénétromètre statique ou encore les essais mécaniques en laboratoire permettent le dimensionnement. La méthode de calcul est très bien expliquée dans l'ouvrage édité par le CEREMA, Eurocode 7, application fondation superficielle ou fondation profonde. Après cette énumération de tests géotechniques et ses précisions, il s'agit aussi de signaler que l'étude de sol n'est pas parfaite lorsque les investigations et reconnaissances ne sont pas correctement réparties et en nombre suffisant. Il ne s'agit pas d'être trop exhaustif, mais il ne faut pas être réducteur. Rappelons aussi l'intérêt parfois de panacher les techniques, par exemple rapides peu onéreuses, avec des procédés plus fins et précis, plus chers. D'où l'intérêt aussi d'études en mission G1, complètes, basées aussi en complément sur des données bibliographiques et d'observation de terrain. Alors on a évoqué les essais in situ, mais en quoi cela consiste les essais en laboratoire, Moulet? Alors, sur les échantillons qu'on a prélevés in situ, au travers des carottés ou des tarières, on ramène des échantillons au laboratoire pour les caractériser d'une manière fine et quantifier certains caractères et certains paramètres du sol, notamment vis-à-vis des problématiques de retrait-gonflement. Un des premiers essais qu'on utilise pour caractériser cela, ou un des paramètres, c'est ce qu'on appelle la granulométrie. Alors la granulométrie, elle consiste à déterminer un petit peu la répartition des particules selon leur taille qui constituent cet échantillon de sol. On procède soit par tamisage, l'illustration de gauche le montre, on met des tamis et puis on fait passer le sol au travers et on récupère sur chaque tamis la fraction correspondante, ou éventuellement par sédimentation pour les particules les plus fines, qui sont inférieures à 63 microns aujourd'hui d'après les normes. 1 micromètre, c'est 1 millième de millimètre. Ça vous donne un peu une idée de la finesse des particules qu'on va chercher à caractériser. Donc la sédimentation, ça consiste à fabriquer une colonne de sol avec de l'eau, une solution de sol, et à mesurer en fonction du temps la décantation, la sédimentation des particules à l'intérieur au moyen d'un densimètre qui est représenté sur l'illustration du milieu. Ça va nous donner une courbe granulométrique.
Un autre type d'essai qui est intéressant justement vis-à-vis des problématiques de retrait-gonflement des sols fins, c'est la teneur en eau, c'est-à-dire caractériser la teneur en eau de ces matériaux qui sont très sensibles justement à la présence d'eau et à la quantité d'eau qui est à l'intérieur. Donc c'est indispensable de savoir quelle est la teneur en eau de ces sols, en particulier les sols argileux, parce que c'est en fonction de ça que je vais déterminer leur comportement. La teneur en eau, c'est relativement simple, on prend un échantillon humide à la base, tel qu'on l'a prélevé, on va le mettre à l'étude, on va le faire dessécher à une température qui est de 105 à 110 degrés, et puis ensuite, une fois qu'on l'a sorti, on va peser à la sortie, on aura pesé avant, et par différence, on saura la quantité d'eau et la teneur en eau qui va être contenue dans ce sol. À partir de cette teneur en eau-là, on peut caractériser le comportement du sol en se basant également sur les limites d'Atterberg. Alors les limites d'Atterberg, appelées également limites de consistance, donc au travers du mot consistance, on va essayer de relier la consistance d'un sol argileux par rapport à sa quantité d'eau qui est à l'intérieur. Mais on a besoin de repères. Ces deux repères, c'est ce qu'on appelle les limites d'Atterberg. Ce sont des teneurs en eau particulières qui correspondent bien sûr d'une manière standard à ce qu'on appelle la limite de liquidité et l'autre à la limite de plasticité. Donc sur cette échelle de teneur en eau, une fois qu'on aura placé ces deux limites, on va déterminer la zone où le sol va être malléable, plastique, avec une consistance qui va varier. Plus cette étendue est large, plus le sol va poser des problèmes du point de vue retrait-gonflement des argiles. Les techniques, à droite, vous avez une illustration du pénétromètre qui permet de caractériser la limite de liquidité. À gauche, un petit schéma qui permet de caractériser ce qu'on appelle la limite de plasticité au rouleau. On va essayer de faire fabriquer, en fonction de la teneur en eau, un rouleau qui fait 3 mm de diamètre et qui commence à se casser. C'est une valeur standard. Un autre essai de caractérisation, justement, de la finesse de l'interaction entre l'eau et l'argile, c'est la valeur de bleu du sol. Donc son objectif, c'est de caractériser l'argilosité du sol et sa capacité à absorber même de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui va rentrer à l'intérieur des particules très fines d'argile. On met un sol en solution avec de l'eau et on vient faire un dosage en injectant des quantités de bleu de méthylène, bien sûr, contrôlées, on connaît les volumes qu'on a injectés, et on fait un test à la tâche sur un papier filtre normalisé. À différents instants, la forme de cette tâche va, à partir d'un certain moment, détecter ce qu'on appelle la saturation de ces particules avec le bleu de méthylène. Une fois que les bleus de méthylène ont saturé complètement les particules, la forme de la tâche va montrer une auréole. À partir de ce moment-là, on va caractériser cette valeur et la quantité de bleu qu'il a fallu mettre pour saturer les particules argileuses. C'est ce qu'on appelle la valeur de bleu du sol. Un autre type d'essai, qui est pareil, est important dans les caractérisations des retraits des argiles, c'est ce qu'on appelle la limite de retrait par essai de dessiccation. Alors cet essai, c'est relativement simple, l'équipement est assez simple. Ça consiste à prendre un échantillon de sol, tel qu'on l'a prélevé, donc intact, et on va le laisser se dessécher à l'air libre, et on va venir mesurer régulièrement la perte d'eau, donc la diminution de teneur en eau, et puis sa réduction de volume, sa réduction de hauteur concomitante. C'est-à-dire au moment où il sèche, il rétrécit. On va caractériser donc cette courbe de retrait qui est illustrée sur l'image de droite et qui représente bien sûr la déformation du sol en fonction de la teneur en eau de ce même sol. Ensuite, à l'opposé, donc au lieu de dessécher, on va humidifier cette fois-ci le sol et on va regarder, un peu comme une éponge sèche à la base, qu'on va humidifier, on va regarder le comportement vis-à-vis du gonflement de ces sols et on va pratiquer aussi ce qu'on appelle des essais de gonflement à l'odomètre. On va prendre différents échantillons prélevés du même échantillon, on va les charger différemment avec un bâti odométrique, on met des poids là-dessus et puis on va humidifier le sol sous ces différentes charges. Je vais imbiber le sol, je vais mettre de l'eau. En fonction de la réaction du sol avec l'eau, il va se passer, soit il se soulève, il gonfle comme une éponge qui reprend sa taille, soit éventuellement il va tasser parce qu'il ne supporte plus le poids qu'il y a au-dessus de lui, donc il va avoir tendance à tasser. Et c'est un essai qui va me permettre de caractériser le comportement de ce sol-là vis-à-vis du gonflement. Alors, à titre d'illustration sur la slide, je propose quelques références bibliographiques. Donc, vous avez compris que les essais étaient normalisés. Donc, il y a les normes AFNOR. Et puis, vous avez deux livres qui sont cités ici, qui sont en relation avec les essais de laboratoire pour celui de gauche, et puis les fondations et ouvrages en terre, de façon plus générale, sur la géotechnique.
Merci pour toutes ces explications. Avant de poursuivre, je vous propose de retrouver Monsieur Gonzalez pour quelques commentaires. Pour compléter la liste des essais en laboratoire spécifiques à la caractérisation du retrait-gonflement des argiles, nous pouvons ajouter l'analyse par diffraction des rayons X. Certes, le matériel nécessaire à de tels procédés est onéreux, entraînant un coût élevé. Dans des dossiers importants, à fort enjeu, elle permet de donner une meilleure image et les détails de la constitution minéralogique d'un matériau argileux. Elle permet aussi de quantifier et de corréler ces images avec les résultats des autres essais classiques dits d'identification en laboratoire. La diffraction des rayons X permet une identification rapide des matières, argiles et autres minéraux présents sous forme de particules. Elle fournit des informations détaillées sur la structure cristallographique des échantillons qui peuvent servir à mieux identifier les natures d'argile. L'argile est une roche sédimentaire à grains très fins. Sa granulométrie est inférieure à 2 micromètres. Les argiles sont tendres et imperméables. Elles peuvent se colorer en fonction des oxydes métalliques qui les imprègnent, comme on peut le voir sur la photo suivante. L'examen de roches argileuses au microscope montre que ce sont des matériaux lamellaires caractérisés par un empilement de feuillets silicatés. Un feuillet est formé par l'association de couches tétraédriques siliceuses et de couches octaédriques alumineuses. Les espaces entre les feuillets dits espaces interfoliaires sont occupés par des cations, ions positifs. Les cations les plus fréquents sont le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium et le lithium. L'identification structurale du feuillet associé à un espace interfoliaire présente une distance d, permet de caractériser la famille d'argile. Cette distance d est déterminée par la diffraction des rayons X. On retrouve différentes familles comme les ilites avec un espace interfoliaire occupé par des ions de potassium ou bien d'autres. Attardons-nous sur la famille des smectites dont l'espace interfoliaire est occupé par des ions principalement de calcium et de l'eau. Lorsque les smectites sont chauffés ou déshydratés, l'eau disparaît, réduisant la distance D. Cette réduction explique la rétractation des argiles dites sensibles au retrait-gonflement. Alors Joseph, qu'est-ce qui est mis en place pour couvrir ces risques naturels et surtout les indemniser? Alors, depuis 1982, la France bénéficie d'un dispositif particulier pour indemniser les dommages matériels qui sont provoqués par des risques naturels non pris en charge par les assureurs. Alors, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, alors je le cite, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter les dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être prises. Alors, le RGA est pour sa part pris en compte au titre des catastrophes naturelles depuis 1989 et comme on a pu le voir, c'est aujourd'hui la deuxième cause d'indemnisation derrière les inondations. Alors il y a deux critères pour évaluer l'intensité d'un événement de type RGA. Un critère géotechnique, c'est l'identification des sols, la prédisposition au phénomène RGA, et un critère météorologique qui caractérise la teneur en eau des sols. Le caractère anormal de l'intensité s'apprécie, lui, par rapport à la durée de retour d'un événement similaire. Alors on considère aujourd'hui que l'événement est anormal si la durée de retour est supérieure ou égale à 25 ans. Alors le critère du RGA reste malgré tout très difficile à maîtriser. C'est une commission interministérielle qui étudie les dossiers de CatNat sur la base de rapports qui lui sont transmis régulièrement par Météo France. Même si un arrêté de catastrophe naturelle est pris, l'indemnisation n'est pas pour autant automatique. On a besoin d'avoir un contrat d'assurance pour qu'il y ait une indemnisation. Il faut absolument que la victime ait souscrit un contrat de dommage et c'est à l'assureur qui va intervenir de vérifier en fait que l'intensité anormale est bien la cause unique et déterminante des dégâts. Alors à ce jour, d'ailleurs à ce jour, 50% des dossiers de reconnaissance CatNat sont rejetés par la commission. Et on estime que 50% des dossiers d'indemnisation font l'objet de classements sans suite de la part des assureurs. Mais du coup, devant ces constats, est-ce qu'il y a des mesures complémentaires qui ont été mises en place ?
Oui, plusieurs textes en fait sont venus compléter ce dispositif et notamment une ordonnance de 2023 qui améliore en fait la prise en charge des sinistres. Ainsi, un nouveau mécanisme permet en fait la reconnaissance en CatNat de communes qui ont subi des sécheresses successives d'une intensité ou d'une ampleur significative, mais pas suffisante effectivement pour être reconnues comme étant en état de catastrophe naturelle. Afin de mieux cibler l'indemnisation, celle-ci a également été concentrée en fait sur les sinistres qui sont susceptibles d'affecter alors la solidité ou d'entraver l'utilisation normale du bâtiment endommagé. Donc effectivement, on a essayé de concentrer les indemnisations sur les sinistres les plus graves. Donc pour s'assurer du respect de ce dispositif réglementaire, le législateur a exclu de la prise en charge de la garantie sécheresse, et ce pendant 10 ans. Donc, les bâtiments construits sans permis de construire lorsque celui-ci donc, est requis, et les constructions neuves soumises aux dispositions de la loi Elan si le dispositif normatif n'a pas été respecté. Alors, le nouveau dispositif prévoit également que les bénéficiaires d'une indemnité versée au titre des CatNat liées à la sécheresse ne peuvent plus l'employer comme ils le souhaitent. Aujourd'hui, ils sont obligés d'affecter l'indemnisation qui est allouée par l'assureur à la réparation des dommages. C'est la même chose qu'en matière de dommages-ouvrages. Il y a quand même une exception à ce principe, c'est dans le cas effectivement où le montant des réparations excède la valeur du bien au jour du sinistre. Alors, les assurés disposent en principe d'un délai de 24 mois pour engager en tout cas les travaux de réparation. S'ils ne le font pas, l'assureur peut les mettre en demeure de faire réparer, voire réclamer l'indemnité qui a été versée si les travaux n'ont pas été réalisés. Alors, pour terminer, je dirais qu'il ne faut pas également oublier la responsabilité des constructeurs qui est issue de l'article 1792 du Code civil et qui édicte que ceux-ci sont responsables pendant 10 ans à compter de la réception des dommages occasionnés à la construction, y compris pour les vices du sol. Donc le remboursement des dégâts liés au RGA peut être pris en charge par le constructeur ou son assureur s'il est avéré que ceux-ci ne sont pas uniquement liés au phénomène naturel. Du coup, je m'adresse à Yann. Lorsqu'un bâtiment est affecté justement des dommages liés au retrait ou au gonflement des argiles, est-ce qu'on peut le réparer ? Alors oui, lorsqu'un ouvrage subit des dommages liés aux effets de gonflement ou d'affaissement de sol entraînant les fondations, il y a plusieurs possibilités de traitement selon la situation. Donc, il est possible de réaliser un complément de fondation dit reprise par passe alternée. Ceci restera réalisable si les conclusions de la mission de diagnostic géotechnique y sont favorables. Et on va alors réaliser un approfondissement des fondations en réalisant des ouvertures du sol ponctuellement sur des largeurs définies de l'ordre de 1 à 2 mètres pour y reconstituer une fondation complémentaire. Et cette opération sera réalisée plusieurs fois par passe alternée de manière à toujours maintenir une assise des fondations et ceci jusqu'à l'opération complète sur la périphérie du bâtiment. Lorsque la reprise par passe a été exclue, il est possible de renforcer l'assise des fondations par la réalisation de micropieux. Donc la réalisation d'une mission géotechnique reste indispensable car elle va permettre de définir les caractéristiques du sol nécessaires au dimensionnement et notamment la profondeur des micropieux. Donc les micropieux nécessitent un carottage des fondations afin d'y forer en profondeur les micropieux et de les sceller en tête au massif de fondation existant. Lorsque la reprise par passe ou la solution par micropieux a été écartée, peu importe la raison, il est possible de renforcer l'assise des fondations par la réalisation d'injections de résine. La réalisation d'une mission géotechnique reste également indispensable afin de bien connaître les caractéristiques du sol et les injections de résine qui relèvent quand même d'une procédure qui est sous avis technique, constitue et consiste à prépercer le sol afin de pouvoir y insérer des bus d'injection à pas réguliers entre 45 et 90 cm et les injections se font par passe de 1 mètre à différentes profondeurs en remontant. Donc la résine injectée s'infiltre dans la fissuration qui s'est formée avec la rétractation du sol
Et le fort potentiel de gonflement de la résine va former des bulbes de sol avec un mélange de sol-résine conforté. Alors cette solution reste néanmoins très délicate dans le cadre des phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Un autre procédé est actuellement en cours d'étude et mené par le CEREMA. Il s'agit du procédé MAC pour maison confortée par humidification. Donc, ce procédé consiste à mettre en place un dispositif de récupération d'eau de pluie, à relier un dispositif de buse d'injection dans le sol qui va permettre de réinjecter de l'eau en périphérie de la maison. Et ce dispositif va être piloté par des capteurs qui vont être placés dans le sol, qui vont analyser l'état de succion du sol, caractérisant le niveau de dessiccation du sol, et l'objectif étant de maintenir un taux d'humidification et d'hydratation du sol quasi constant sous les fondations. Alors ceci a ses limites dans la mesure où, lors de phénomènes de sécheresse sévères, la réserve d'eau peut du coup être insuffisante. Alors il existe également des dispositions et des dispositifs à l'étude qui sont menés actuellement et qui vont être plutôt basés sur la chimie physique même de la composition des argiles, afin de mieux comprendre comment les rendre moins sensibles aux variations hydriques. Et ceci rejoint un petit peu l'analyse qui a été évoquée par M. Gonzalez juste avant, avec la diffraction au rayon X, puisque les argiles n'ont pas toute la même sensibilité à l'hydratation. Et les smectites, qui sont les plus dangereuses pour les constructions, pour faire simple, la structure minéralogique des argiles est un petit peu sous forme de millefeuille, est composée de feuillets, et on va avoir une multitude de cations qui vont disposer d'une énergie d'hydratation plus ou moins importante. Donc pour les smectites, les cations sont composés de calcium ou de magnésium et disposent d'une forte énergie d'hydratation. Donc en s'hydratant, les cations vont gonfler dans l'espace entre les feuillets, donc dit espace interfoliaire, et ce qui se traduit et qui explique le phénomène de gonflement des argiles. Alors un des procédés, qui est le procédé Remedia-Clay par exemple, consiste à injecter une résine qui va disposer d'ions et d'une énergie d'hydratation faible, comme le potassium ou l'ammonium. Et ces injections tendent à modifier le comportement des argiles, à les rendre moins sensibles aux variations hydriques dans le sol, voire insensibles. Alors Yann, on constate finalement qu'il y a des solutions de réparation, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour se prémunir de ce type de situation ? Alors oui, le plus sûr, c'est de réaliser une étude de sol complète et de suivre les recommandations du géotechnicien. Mais on peut également appliquer au minimum les dispositions qui sont définies par l'arrêté du 22 juillet 2020, qui sont des dispositions et des techniques particulières que je vous propose d'exposer sous forme de schéma. Donc dans un premier temps, c'est de réaliser une structure rigide avec des chaînages verticaux et horizontaux, de réaliser des fondations ancrées de manière homogène et sans dissymétrie, de réaliser un vide sanitaire ou un sous-sol. Dans le cadre d'une extension, de veiller à l'existence d'un joint de désolidarisation, de réaliser des évacuations d'eau pluviale étanches et les éloigner de la construction. Lorsque on a de réaliser également une imperméabilisation des sols en périphérie avec des moyens tels que géomembrane, reliés à un dispositif de drainage en périphérie du bâtiment. Et lorsqu'on a au sous-sol des sources de chaleur, on peut et on doit faire une isolation au niveau des murs périphériques pour éviter un assèchement des sols en périphérie des parois de soubassement. Lorsqu'on a de la végétation, il est nécessaire de réaliser un écran anti-racines d'une profondeur d'environ 2 mètres. Et pour les arbres, d'éloigner les arbres avec une distance équivalente à la hauteur d'une fois l'arbre. Et pour les haies, 1,5 fois la hauteur des haies. Et ensuite, pour les réseaux d'évacuation d'eau enterrés, de les réaliser en matériaux flexibles de manière à ce qu'ils puissent absorber les déformations éventuelles du sol.
Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, avant de répondre aux nombreuses questions qu'on a sur le chat, Joseph, un petit mot de la fin pour conclure ce webcam. Oui, on voit que des solutions existent, mais il ne faut pas oublier que la loi Elan en fait concerne et ne concerne que l'habitat neuf. Cela ne représente en fait que 1% des constructions annuelles du bâti. On constate également qu'un tiers des constructions qui ont été réalisées depuis la loi Elan sont faites sur la base des fondations et des profondeurs de fondations forfaitaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude de sol. Et malheureusement, on constate déjà des fissures et des dégâts sur les maisons qui ont été construites sur la base de ces normes. Alors, selon un rapport établi par France Assureur, l'impact du changement climatique à l'horizon 2050 pourrait faire tripler le coût des CatNat, qui pourrait passer de 13,8 milliards d'euros à 43 milliards d'euros sur les 30 prochaines années. Donc, des nouvelles mesures viendront probablement renforcer le dispositif pour sécuriser le risque et sécuriser bien évidemment le régime des CatNat qui les prend en charge. Plusieurs rapports, et notamment les rapports Langrenay et Lavarde, vont d'ailleurs beaucoup plus loin et proposent d'imposer des études géotechniques approfondies ou des conditions constructives qui vont bien au-delà de ce que préconise actuellement la loi Elan. Ils préconisent également de mettre en place des contrôles et des sanctions pour faire respecter la loi. Merci beaucoup, Joseph. Alors, de nombreuses questions. On va essayer de répondre en tout cas à une première question de Christophe B. Est-ce que le respect des dispositions constructives définies dans l'arrêté sont équivalentes à une étude de sol? Yann, vous pouvez peut-être répondre? Oui. Alors non, il vaut mieux réaliser une étude de sol plutôt que d'avoir un simple respect des dispositions techniques particulières, puisque rien de mieux que l'étude de sol qui va définir de manière précise toutes les caractéristiques en profondeur et réaliser des fondations adéquates pour le bâtiment. Merci beaucoup. Une question peut-être pour Mollet de Jérémy. Dans le cas d'une construction partiellement sinistrée, est-ce qu'il suffit de réparer que la partie endommagée ou faut-il réparer l'ensemble de la construction? Alors, si je parle de fondation, je dirais il faut réparer l'ensemble de la fondation de la construction. Un des éléments essentiels et règles de construction qu'a évoqué Yann tout à l'heure, c'était d'assurer une fondation qui soit homogène sous l'ensemble de la construction. Si je viens réparer qu'une partie de la construction, donc je vais consolider, reprendre cette partie-là, donc qui ne va plus bouger, pour schématiser. Par contre, le reste n'ayant pas été réparé, et vu les changements climatiques à venir encore, malheureusement, les sécheresses, elles vont continuer et perdurer, il y a des risques encore d'évolution des sols qui sont sous les parties non renforcées, non réparées, et on va avoir un déséquilibre de l'autre partie par rapport à la partie qui a été réparée, et on va devoir revenir pour réparer tout le reste de la construction alors qu'on aurait pu le faire dès le départ. Merci messieurs, merci pour vos éclairages, merci pour votre travail et la préparation. On ne se rend peut-être pas compte, mais ça demande beaucoup de travail et préparation pour vous livrer toutes ces informations. Merci aussi aux équipes techniques de Via Storia pour rendre possible ce webcam. On vous donne rendez-vous en octobre cet automne pour un 4e webcam. En attendant, prenez soin de vous. Merci messieurs et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.